Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer l'étape numéro 14 de ce Tour d'Italie. Et oui, I'll be back après les problèmes d'électricité suite à l'orage et puis ensuite de l'internet. Savoir que j'ai récupéré une connexion internet à peu près potable à partir de 21h, 21h10 hier. Donc autant vous dire que c'était vraiment impossible pour faire la présentation de cette étape 14 et le débrief de l'étape d'hier. Voilà, que j'ai vu, hein, l'étape d'hier, avec en plus, ça m'a énervé parce que, bon, vous allez me dire, à côté de Romain Bardet, il y a des problèmes qui sont assez moindres, mais quand voilà, tu parles d'actu cycliste, tu débriefes des épreuves et qu'il se passe autant de choses qu'hier et autant de choses d'importance, et que tu sais que ça aurait intéressé les gens, quand même un minimum de personnes. Enfin, je pense que ça aurait intéressé un minimum de personnes, ce que j'aurais pu dire sur Romain Bardet, sur Arnaud Démare et même sur un Nicolas Prodhomme, par exemple, hier, dans sa gestion de l'échappée. Bah, c'est sûr que je suis quand même un peu frustré. Alors, Arnaud Démare et Bardet, on va en parler dans le bilan des Bleus, parce que comme aujourd'hui, bon, le bilan des Bleus est assez maigrichon sinon, on va en parler à ce moment-là. Mais c'est sûr que vu l'étape d'hier, j'étais quand même très frustré de ne pas avoir pu la voir. Et puis c'est une étape de grand tour, quoi. Donc c'est sûr que de ne pas pouvoir la voir en direct quand on est fan de cyclisme, c'est déjà un petit peu énervant. Mais il y a des problèmes bien pires. Demandez à Romain Bardet ou aux Ukrainiens. On commence par, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette étape qui a été épique aujourd'hui. C'était vraiment du cyclisme comme on aime. Et bon, en même temps, j'avais un petit peu coché cette étape. Je vous en avais parlé déjà au moment de départ fictif. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche avec toutes les notifications. Là, c'est le Saint Graal, on va dire, pour moi. Comme ça me permet d'améliorer la visibilité de la chaîne, parce que vous allez avoir tendance à cliquer plus rapidement sur les vidéos, et YouTube aime quand vous cliquez rapidement sur les vidéos après leur mise en ligne. On commence tout de suite par cette étape numéro 14, épique, autour de Turin. Je vous en avais parlé lors de départ fictif, vous avez dit, c'est peut-être l'étape dont on a le moins, enfin, dont on parle le moins, l'une de celles dont on parlait le moins. Alors j'avais dit, pour le général, je pense qu'il va se passer des choses sur cette étape-là. Bon. Et surtout que j'avais dit, ça allait être spectaculaire. C'est surtout ça que j'avais dit. Au moment de départ fictif, ça a été spectaculaire, encore plus que je pouvais m'attendre. Je m'attendais pas à avoir des écarts aussi importants. Je crois que personne ne pouvait s'attendre à avoir un Valverde aujourd'hui à 8 minutes. Il a 9 minutes, il est 10e du général, Valverde. Enfin, c'est extrêmement énorme comme écart. Et d'avoir une course aussi débridée. Mais je vous avais dit aussi avant le début du Giro, ce Giro va être débridé. On a un Giro débridé. On aurait pu avoir peur en se disant, bon, bah Carapaz, avec le fait qu'il est plus Bardet, ça va être plus facile. Et non, parce que tu t'aperçois que Carapaz, il n'est pas encore au-dessus du lot. Et puis non, en plus aujourd'hui, son équipe à Carapaz, elle n'a pas été forte. Je vais en parler maintenant de Richard Carapaz. Je sais que, bon, je vais un peu ressasser ce que j'ai dit, mais si on prend la journée today, voilà, la journée sur cette étape, pour moi, il est moyen. Pourquoi? Parce que d'un côté, bon, il fait quand même une attaque qui est tranchante, un peu plus tranchante que sur les derniers jours. Ça, je suis d'accord avec vous. Derrière, le problème, c'est qu'il se fait rattraper. Alors que, quand j'ai vu 28 km de l'arrivée, il prend très vite 20-30 secondes d'avance. Je me dis, ça va peut-être le faire. Et puis derrière, coup de bambou derrière la tête, dans le col de la Magdalena, de la Maddalena plutôt, col de la Madeleine, où il a complètement pété, presque. Et derrière, celui qui m'a fait la meilleure impression, c'est Ginley. Et Carapaz, en plus aujourd'hui, en plus de ce phénomène-là, son équipe a été très faible. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni Porte, ni Sivakov, ni Narvaez autour de lui. Sur une étape où ça s'est couru vite, c'est quand même inquiétant pour la dernière semaine que son équipe ait été dépassée comme ça par la Bora. Certes, la Bora a été très forte aujourd'hui et a couru juste aussi la Bora, sauf un petit moment, ils ont failli se faire avoir quand ils ont laissé Ginley un peu seul. Mais quand Ginley a attaqué et qu'on ne s'est pas trop servi de Bourman, mais heureusement, on a récupéré Bourman derrière. Mais ils ont couru très juste, notamment en mettant Zviov dans l'échappée. Enfin voilà, ça a été très bon du côté de la Bora. On y reviendra un peu plus tard du côté de la Bora. On va passer tout de suite au sondage. Alors, un des deux sondages, parce que je vous avais demandé
Hier, qui allait gagner l'étape 13? Vous m'avez dit un sprinter 74%, baroudeur 18%, puncher 8%, ça s'est joué à 1 km près, même moins. Et pour vous ce soir, c'était il y a 2 jours, est-ce que Wikao Kelderman, suite à son échappée, était dans le match pour le top 5? Vous étiez 4%, marquez ça. Dans le match pour le top 10, 40%, son échappée n'a rien changé, il est plus dans le coup, 56%. Et ce soir, Kelderman, il est 13e, toujours dans le match pour le top 10. Voilà, si vous regardez, il a 10,34, donc il a 1,30 de Valverde et il va encore se passer plein de choses dans ce Giro. Dans cette dernière semaine, ça va être incroyable. Il va falloir faire attention là au délai, vu l'étape a été dingue. On va faire un petit point en direct, on fera peut-être un petit point en fin de vidéo. L'étape est arrivée à 17h, quasiment sur les coups de 17h. Pour le moment, 122 coureurs sont arrivés, avec 33 minutes 29 de retard sur mon classement Pro Cycling Stat. Les délais sont de 49 minutes et 13 secondes précisément. Ils sont de 22% par rapport au temps. Donc 22%, ça doit être même moins que ce temps-là, parce que moi, c'est pas 4,32,57, moi le temps c'est 3h43,44, donc ça doit être aux alentours d'une quarantaine de minutes les délais là ce soir, vraiment. Donc il n'y a plus beaucoup de temps pour arriver. Alors il va falloir voir si on va pas requalifier des gens, parce que après coup des fois voilà, on a des petits doutes. Moi on me met sur Pro Cycling Stat 49,13, sauf que c'est 22%, et 22% pour moi ça doit être pas 49 minutes de 3h43,44, quel temps du vainqueur Simon Yates. Donc on va voir, mais j'ai peur que des coureurs soient hors délai ce soir, avec le final de cette étape qui s'est fait dans des conditions caniculaires et avec un rythme incroyable. On est quand même à 40 à l'heure pour une étape avec 3000 mètres de dénivelé positif et sur des routes qui étaient techniques aussi, donc il faut le prendre en compte. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Alors du côté du bilan des Bleus, pour un coureur, on va parler de l'étape d'aujourd'hui. Pour 2 coureurs, on va parler de l'étape d'hier. Je commence avec Arnaud Démare. Très beau sprint hier d'Arnaud Démare, qui vraiment a fait le job. Vraiment, il a fait un très beau job. Moi, je l'avais pas mis parmi mes favoris parce que j'avais dit le sprint est en faux plat montant. C'est pas forcément les sprints qu'il apprécie le plus. Arnaud Démare ces derniers temps, c'est vrai qu'à une époque, il arrivait à être très fort sur les sprints, notamment au championnat de France, notamment sur Paris-Nice aussi, où il avait été très fort en côte. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'en 2020-2021, c'était, depuis la Covid, c'était un peu moins le cas, qu'il préférait plutôt les sprints à plat. Et là, il a fait encore un sacré sprint. Alors vraiment, sur la fin, Bauhaus revient à pas grand-chose et Bauhaus sera un peu frustré parce que gagner une étape sans train, ça aurait été beau de la part de Bauhaus. Ça arrive, disons. Plutôt allitération de beau. Mais du côté de Arnaud Démare, il a été très fort sur un sprint, encore une fois, où il a fallu vraiment qu'il s'arrache. Alors maintenant, à partir déjà aujourd'hui, il faut maintenant rentrer dans les délais pour conserver ce maillot cyclamen, pour que ce Giro soit une totale réussite pour lui pour la deuxième fois. Après 2020, et ça va pas être si facile quand on voit qu'aujourd'hui les délais sont courts et que l'étape a été rapide, mais l'étape sinon hier vraiment un très beau sprint, très belle victoire de la part d'Arnaud Démare, et puis encore une fois il a été bon lui, c'est-à-dire que le train est pas totalement en place, même s'il y a eu un énorme travail de Konovalovas. Konovalovas il va finir fort ce Giro, il faudra le voir sur les échappées en 3e semaine. Déjà là aujourd'hui il a quand même été bon, mais je le trouve vraiment bien en cette 3e semaine. Konovalovas, il a fait un énorme travail, mais c'est vrai qu'il y a quelques éléments du train qui sont moins bons, sans même juste dire Guarnieri, il y en a quelques-uns autres qui n'ont pas fait un très gros job hier, mais au final Arnaud il a terminé sur un beau sprint, et puis il restera l'étape de Trévise, mais on verra s'il y aura un sprint sur cette étape là, c'est pas sûr, surtout qu'au niveau du maillot vert les écarts c'est 238 points, donc il n'y a plus le match pour le maillot vert. Alors peut-être Cavendish et Gaviria pour juste la gagne, mais bon, Gaviria il faudra avoir également avec Almeida au niveau de la victoire, donc c'est pas sûr que ça se passe très bien au final pour la victoire finale, mais sinon très belle victoire d'Arnaud Démare hier. Je poursuis avec Romain Bardet. Ça a été l'énorme tristesse
pour les Français hier. Bien entendu, l'abandon de Romain Bardet. C'est le type d'abandon qui fait mal parce que oui, il était bien, toutes les planètes semblaient alignées, et puis c'était presque trop bien aligné en fait. Enfin, je sais pas, mais des fois tu te dis, bon, bah voilà, quand tout va si bien que ça, et bah forcément il va se passer une couillasse. Bah la couillasse, c'était hier. Alors c'est vrai que moi je commençais à être inquiet, c'était l'effort de chaleur. C'est vrai qu'au départ on m'avait dit, bon, au niveau des prévisions, on annonce vraiment de la fraîcheur sur la 3e semaine. Sauf que bon, on la voit toujours pas arriver et il a fait très très chaud hier et avant-hier, hein, on est vraiment sur des journées à 30 degrés. Et bon, en plus, problème gastrique derrière, hein, tu peux rien faire. Alors moi, c'est vrai que j'en avais pas parlé plus que ça, mais il semblerait qu'il était. Moi, j'avais vu des mecs dire, bon, il était à l'arrière du peloton. Moi, je l'avais pas trop remarqué pendant l'étape. J'avais pas fait si gaffe que ça lors de cette étape-là. Et puis bon, bah oui, ça a des conséquences, et puis des conséquences terribles. De toute manière, problème gastrique, c'est un peu la peur qu'ont les coureurs, parce que tu sais très bien que quand tu arrives dans ce genre de situation, tu te retrouves sans force, et c'est terrible. C'est terrible. Et puis plus la chaleur qui n'a pas aidé, en plus c'est pas forcément le coureur qui aime le plus la chaleur. Ouais, bah c'est triste pour Romain Bardet, mais connaissant Romain Bardet, je pense qu'il va rebondir. Sur le Tour de France, il faudra voir quel sera l'objectif. Il devait faire le Tour de France, il le fera. Il va avoir l'avantage sur ce prochain Tour de France d'avoir peu de jours de course dans les pattes. Parce qu'il était arrivé assez frais, enfin très frais même avant ce Giro. C'était un peu l'inquiétude que même on pouvait avoir. Bon, au DSM, on a vu cette année, ils savent quand même bien préparer les objectifs importants. Enfin sur les grands tours, donc je pense que voilà, il va repartir. Après il faudra voir s'il a repéré les étapes, hein. Va falloir faire du stage. Moi je serais plutôt partant pour dire on revient que sur la route du Sud, c'est-à-dire qu'on fait là un gros stage de repérage des étapes et ce genre de choses, et qu'on revient à la route du Sud. La route du Sud, c'est 4 jours de course, ça permet de remettre en route. Je suis pas sûr que pour un Romain Bardet il faille faire 8 jours de Dauphiné. On sait qu'en plus il y a des étapes sur le Dauphiné. Enfin maintenant, on sait que maintenant le Dauphiné c'est le dernier week-end. Et en sachant que la densité de la liste de départ du Dauphiné ces dernières années était pas top. Et le Tour de Suisse, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée non plus. Donc moi je serais plutôt pour aller soit sur le Tour de Slovénie, sur le Tour également de pourquoi pas de Belgique. Mais je pense que la route du Sud c'est quelque chose d'intéressant pour un coureur comme Romain Bardet. Et puis en plus s'il peut gagner. Sur la route du Sud, l'opposition un peu moindre, et s'il peut s'imposer, c'est pas mal, et puis ça permettra de le préparer, d'avoir 3-4 jours de course avant le Tour de France, qui sera pas plus mal. Je poursuis avec Guillaume Martin. Donc là on va parler d'aujourd'hui pour Guillaume Martin. Il a bien explosé dans le final. Même s'il fait top 10 de ce Giro, là ça sera une déception. Guillaume Martin, ça sera une déception parce que il a jamais eu les bonnes jambes, parce que j'ai l'impression qu'il a fait un très bon début de saison. On en avait parlé notamment au Grand Prix de la Marseillaise, sur la suite de l'année dernière. Là sur le Giro, il y a pas les jambes. Il l'a dit en interview à l'arrivée de la course, hein, j'avais pas les jambes pour suivre. C'était voilà, dès que ça accélérait trop fort, il a pas réussi à suivre. Pour vous dire, hein, il finit derrière Valverde. Or, Valverde, à un moment, était à 2 minutes de lui. Il était dans un groupe à 2 minutes. Guillaume Martin, il finit devant Fortunato. Mais derrière, un Filippo Zana, par exemple, de la Bardiani. Derrière Kelderman, qui a fait un énorme travail aussi d'équipier. Donc derrière Valverde, derrière Jan Hirt. Bon, voilà, je pense qu'il y avait la capacité d'être au moins dans les chronos de Jan Hirt. Donc voilà, je pense qu'il a les qualités pour être aussi bien qu'Jan Hirt. Donc ça montre que voilà, les jambes n'étaient pas là pour Guillaume Martin. C'est frustrant parce que voilà, Guillaume, là, même s'il fait top 10 cette année du Giro, il fera top 10 à un quart d'heure. Donc ça représentera pas grand chose au final de son top 10. Et c'est vrai que pour le moment, Guillaume Martin, on aimerait qu'il passe ce petit cap qui lui manque. L'année dernière, il fait 2 top 10 sur les grands tours. Mais ce qui est bien, hein, là encore, hein, il ne faut pas négliger ça. Mais si on a une critique à faire, sur la Vuelta, il a 20 minutes.
Donc c'est un top 10 qui représente pas grand-chose aussi en termes de niveau, hein. Il était un tour en dessous. Sur le Tour de France, il fait 8e à un quart d'heure. Donc il y avait des gros écarts. Là, il fera peut-être 10e à un quart d'heure, mais en soi, il est dans une deuxième division. C'est-à-dire que dans les leaders de Grand Tour, il est en deuxième division pour le moment. Il n'est pas avec les tout meilleurs. Il est en dessous de Romain Bardet. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à franchir ce cap-là. Alors c'est bien de faire 8e d'un Tour de France. Bon, ok. Le problème, c'est que, bon, en termes de notoriété, le 8e du Tour de France d'il y a 10 ans, je peux pas vous le citer, moi, hein. On peut vérifier, hein. Donc il y a 10 ans, c'était 2012. Le 8e du Tour de France 2012. Voilà, comme ça fera l'info, hein. On sera dessus. C'était Pierre Rolland. 16 minutes 26. Mais j'aurais jamais pu vous citer que c'était Pierre Rolland. Et Thibaut Pinot avait fait 10e. Voilà. Et il avait fini devant Janez Brajkovic, Pierre Rolland. Et derrière, Cadel Evans. Mais en soi, au-delà du podium et du top 5, je dirais c'est très compliqué. Et même quand tu regardes, Van Garderen avait fait 5 et Van Den Broek avait fait 4. Aussi, dur de citer les top 10. Hein. Mais ça montre bien que il est pour le moment un ton en dessous des purs leaders. Et là, aujourd'hui, en plus, j'ai l'impression que les jambes n'étaient pas exceptionnelles. Donc voilà, double punition pour Guillaume Martin. C'est dommage parce que c'est un bon coureur, c'est un mec sympa, mais il n'arrive pas pour le moment à passer un cap en termes de résultats. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Simon Yates. Ah, Simon Yates, quel coureur frustrant. Je plains les gros supporters de Simon Yates parce que c'est un coureur qui est capable du meilleur comme du pire. Et en plus, quand il craque, c'est totalement imprévisible. C'est-à-dire que quand il craque en haut du blockhouse, on serait plutôt attendu à ce qu'il craque en dernière semaine. Voilà, c'est vrai qu'on avait dit, bon, on attend le moment où il va craquer, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il craque au blockhouse lors de la deuxième étape de montagne, mais la première grosse étape de montagne. On ne s'attendait pas à ce qu'il gagne aujourd'hui non plus, Yates. Enfin, certes, bon, les circonstances de course ont fait que, mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être plus à un Valverde, à un Nibali, un coureur avec un Carapace, par exemple, aujourd'hui, un coureur avec une grosse pointe de vitesse. Mais en termes de tactique aujourd'hui de la part de Yates, c'est la perfection. Parce que c'est un coureur qui a réagi au bon moment, qui a fait les efforts au bon moment, et surtout le fait d'avoir une tactique de course, d'avoir une stratégie où il se met toujours en dernière position. Déjà, on ne lui a pas demandé de relais. Alors, on n'a pas demandé de relais non plus à Nibali, mais Nibali, il a passé des relais. Alors que Yates, il n'en a pas passé un relais. Regardez, quand ils sont à 4, il passe pas un relais. Il se met dans les roues. Alors que Nibali, à des moments, il est devant. Et puis, il fait les efforts au bon moment. Il est revenu dans la grosse descente. Il a fait vraiment le job. Yates et sa victoire, c'est une victoire d'intelligence. C'était pas le plus fort du groupe de 4. Est-ce que c'était le plus faible? Je sais pas, mais c'était pas le plus fort, ça je peux vous le dire. Par contre, il a couru juste aujourd'hui. Il a couru très juste. Et c'est frustrant parce que Yates, techniquement, c'est pas le plus mauvais. Quand il est dans des groupes comme ça, il se rate assez rarement dans les échappées, Yates. Quand il est très loin en général. Le problème, c'est que ce mec-là, alors il a un beau palmarès, hein, Yates quand même, mais il aura des regrets. Je pense par exemple à un De Rent. C'est pareil qu'un De Rent. Un De Rent, tu te dis, en général de grand tour, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Yates, tu te dis, s'il n'avait pas craqué là, s'il n'avait pas craqué sur cette étape-là, est-ce qu'il n'aurait pas pu gagner au moins 2, 3, 4 grands tours? Il avait les capacités, Yates, mais il a toujours craqué. Alors, là, il y avait cette douleur au genou, qui semble-t-il a disparu, ce qui là aussi est assez rare, parce que je pensais plutôt que ça allait être compliqué pour lui. On en avait parlé, moi j'avais dit, est-ce qu'il ne faut pas mieux qu'il abandonne? Comme quoi, il a bien fait de ne pas abandonner, parce que c'est vrai que sinon on peut se retrouver dans la situation Thibaut Pinot en 2020 et que ça soit compliqué ensuite pour revenir et d'avoir un contre-coup pour sa carrière. Mais Yates, c'est vraiment le coureur insaisissable en termes de pronostic. C'est vraiment le mec qui est capable du pire, quoi, du pire, et puis le lendemain du meilleur. Cette inconstance qui a toujours été compliquée pour lui pour jouer un grand tour. Alors, il a fait des deuxièmes places, des troisièmes places,
sur les grands tours. Il a fait deuxième d'un Giro. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours ce regret-là avec Kiet de se dire, s'il n'avait pas craqué, des fois il aurait pu gagner, et puis peut-être gagner même haut la main. C'est dommage. Jane Lay et je dirais la Bora. On peut déjà remercier la Bora pour cette étape. C'est la Bora qui a animé la course, qui a créé cette étape épique. Il faut déjà remercier cette équipe qui a tenté le coup. Je trouve aussi que, autant j'avais été critique avec Ineos, notamment sur le blockhouse, notamment quand ils ont pris 3 secondes de bonification, notamment sur d'autres étapes. Là, je trouve qu'aujourd'hui, la Bora a fait beaucoup d'efforts, mais que c'est payant au niveau comptable. C'est-à-dire, Jane Lay n'a plus beaucoup d'adversaires au général, qu'on a quand même des mecs maintenant qui sont à plus de 10 minutes. On a beaucoup moins de danger. Ce matin, il y avait, je crois, le top 10 se tenait en 1 minute 30. Ce soir, le top 10 se tient en 9 minutes 16. Le top 8, le premier coureur à moins de 2 minutes, c'est Bourman. Il est 7ème, il est à 1,58. Le premier coureur à moins d'une minute, ou aux alentours d'une minute, on va dire, c'est Pozzovivo. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus que 5 coureurs vraiment à surveiller attentivement. Parce que Bilbao, il est à 1,52. Donc 1,52, c'est pas top. Très clairement, c'est la bonne opération du jour de la part de Jane Lay. En plus, il n'a pas le maillot rose. C'est-à-dire double bonne opération pour la Bora. Ineos, demain, ils sont obligés de contrôler. C'est-à-dire que d'un côté, tu prends pas le maillot rose, tu fais un bon rapproché général, t'élimines du monde. Et en même temps, tu n'auras pas le poids de la course à supporter demain. Et demain, c'est peut-être pas l'étape où on pourra faire le plus de différence. Parce que la montée vers Cognier, la dernière montée, elle n'est pas dure. C'est une montée, en plus, ils disent qu'elle fait 22 bornes, mais en fait, elle fait 13 km. Les 10 derniers kilomètres, c'est du faux plat montant, et encore, je suis gentil, c'est presque du plat. Ça, c'est la double bonne opération du jour pour la Bora et Jane Lay. Parce que d'un côté, tu fais de la grosse impression, je pense que c'était l'un des coureurs les plus forts aujourd'hui, et puis en même temps, bam, t'as pas le poids de la course. Demain, la Bora peut encore se reposer, on va dire. Et puis ils ont couru à la perfection aujourd'hui. Tu mets Sviov dans l'échappée, qui est peut-être le coureur le moins fort de l'effectif. Et puis ensuite, Kelderman qui se met à ton service, Bourman qui a peut-être été celui qui a été le moins bien utilisé de la journée, mais j'avais dit, à partir du moment où on saura qui de Jane Lay, Kelderman, je pensais moins à Bourman, mais Kelderman, Hindley jouera le général, j'avais dit, moi je m'attendais à ce que ça soit après le blockhouse, parce que je m'attendais pas à ce qu'un des deux craque aussi fort, j'avais dit, le problème de cette équipe, c'est le collectif, il va falloir réussir à déborder le collectif de la Bora. On a l'exemple. Et on a l'exemple que maintenant, aujourd'hui, la Bora, c'est quand même une équipe de montagne, majoritairement. Et plutôt de sprint, plus vraiment de sprint, comme ça a été le cas à une époque. Qu'on voit que le départ de Sagan, il a été acté l'année dernière, mais déjà l'année dernière, on avait fait pas mal de changements dans l'effectif. Et puis, là, ça va être costaud, quoi. Ça va être costaud autour de Jane Lay, et puis il est qu'à 7 secondes, donc écart minime, pas le poids de la course à supporter. Quand il finit le Giro, il finit fort quand même en dernière semaine en montagne. Bon, on sait qu'il va perdre du temps sur le chrono. Ça, c'est clair et net que même face à un Carapace, il faut qu'il ait au moins 30 secondes d'avance sur le chrono. Au moins. Et sur un Almeida, pas loin de 2 minutes. Mais aujourd'hui, c'est le coureur qui m'a fait la meilleure impression sur cette étape. Et déjà, il m'avait fait une belle impression sur le blockhouse. Je vous avais dit sur le blockhouse, moi je comptais 3 et plus 1. Je vous avais dit Landa, Bardet, Carapace, et puis j'avais dit le plus 1, c'est Hindley. Hindley, j'avais trouvé déjà pas mal. Là, je trouve qu'aujourd'hui, il a été sacrément impressionnant. Et puis je termine avec Almeida. Il m'a impressionné aujourd'hui, Almeida. Alors, c'est une journée où il a dépensé beaucoup d'énergie. Ça lui coûtera peut-être dans le final de ce Tour d'Italie. Mais journée, il a été grand, Almeida. Il perd du temps dans toutes les descentes. Il n'était pas très bien placé quand la Bora accélère. Donc il se retrouve dans un groupe avec Guillaume Martin. Aujourd'hui, il aurait pu perdre 9 minutes. Il pourrait être à 9 minutes au général, Almeida, et le général, pour la gagne, c'est cuit. Il revient au bon moment. C'est-à-dire, il sent à un moment que Guillaume Martin n'arrivera pas à revenir. Donc il fait le petit coup d'accélérateur, il arrive à re-rentrer dans le groupe. Derrière, il a passé, je pense, 40 km, 45 km à l'arrache complet. C'est-à-dire où vraiment, il n'est pas bien. Sauf que Almeida, il a cette faculté à gérer son effort, à monter au rythme. Il aime en plus l'effort de chaleur.
Hein, c'est pas le plus mauvais dans ce genre de conditions. Et puis, dans les descentes, il est à la rue, mais sur toutes les portions de plat, il était impressionnant. Alors, c'est vrai que sur les descentes, par contre, entre lui et Guillaume Martin, il va falloir. Parce que mon Pozzo Vivo, il y a un problème physique. Donc, les mains en bas, quoi. Enfin, au moins pour la position aéro. La descente, c'est quand même de l'aéro. Ça me semble logique, moi. Je comprends pas ces coureurs qui mettent les mains sur les cocottes. Parce qu'en plus, je pense que tu as moins enfin, t'as une moins bonne appréhension. Alors oui, tu as les doigts plus facilement sur les freins. Mais dans ce cas-là, tu as qu'à faire des poignées de frein plus longues. Enfin, je sais pas, mais je trouve ça. Voilà, quand tu veux bien descendre, il faut avoir les mains dans le creux du cintre, quoi. C'est obligatoire. Ou même dans le bas du cintre. Mais tu peux pas avoir les mains au niveau des cocottes en termes de stabilité. Et malgré tout ça, il est qu'à 30 secondes au général. Et moi j'ai dit, hein, Almeida, je le voyais pas vainqueur, je vous en ai parlé. Là je le vois déjà un peu plus. Je vous le dis, hein, je change un petit peu mon fusil d'épaule. Alors peut-être pas vainqueur, mais déjà top 5, je pense que ça sera jouable. Et il faudra pas qu'il y ait qu'une minute. Enfin, il faudra qu'il y ait une minute hein, pour Almeida de retard au niveau du chrono. Et ensuite, Carapaz et Hindley, il faudra qu'ils fassent de bons chronos. Almeida, il faut qu'il soit une minute. S'il y a moins d'une minute, le dernier chrono va être compliqué, hein, mais parce qu'il y a en plus une descente, donc tu sais que là sur la descente ça va être compliqué pour Almeida, mais la minute, il est capable de reprendre la minute. Plus ça me semble compliqué, mais la minute il est capable de la reprendre. Donc faut lâcher Almeida maintenant. Et là en plus c'était pas une étape pour Almeida, c'est-à-dire c'était des montées assez courtes, avec beaucoup de pourcentage. C'est pas forcément ce qu'il apprécie le plus. Lui, il aime avoir des montées plus longues pour pouvoir se mettre dans le rythme. Là, c'était une étape très punchy. C'est pas forcément là où il excelle le plus, Almeida. Donc, sur une étape de montagne, il faut faire gaffe. Almeida, hein, ce Giro est loin d'être fini pour la victoire. Et même pour le top 10. Hein, tout est encore possible. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne, je commence avec Alejandro Valverde. Journée pas simple pour Valverde. Alors déjà, problème mécanique. Bon, ça, ok, certes. Malgré tout, normalement, c'est un profil d'étape où il est performant. Normalement, c'est bon pour les délais, hein, je vous le dis. Kluge est à 40-31 et le dernier est arrivé. Arnaud Démare est arrivé en 39-43, donc normalement c'est bon pour les délais. Pour tous les sprinteurs, il est arrivé avec Gaviria et Cimolai. Et Cepeda, qui fait un très mauvais Giro, en passant. Du côté de Valverde, bah, moi je m'attendais à mieux aujourd'hui, parce que je me disais, bah, regarde ce qu'a fait Nibali. Moi je pensais que Valverde était capable de le faire aujourd'hui, sur un parcours voilà, punchy, presque de classique ardennaise, enfin dans une course un peu punchy, peut-être plus à Classica San Sébastien qu'une classique ardennaise. Vous voyez l'idée, quoi. Un peu étape pour puncher. Je me disais, bon, Valverde aujourd'hui, il peut faire vraiment du bon job, surtout ce qu'on a vu, ce qu'il a fait sur les classiques ardennaises. Sauf qu'il a complètement explosé. Alors, premièrement, il y a le problème mécanique. Ça, ok, certes. Malgré tout, il n'arrive déjà pas à revenir tout de suite sur le groupe Martin, donc les jambes n'étaient pas très bonnes, surtout que Guillaume Martin n'était pas au top. Et là encore, je pense qu'il pouvait être dans les temps d'Ian Hirt. C'est-à-dire, il aurait pu un peu plus limiter la casse. Alors, l'avantage, c'est que Valverde, il reste dans le top 10. Mais bon, il voulait peut-être faire un peu mieux. Alors, l'avantage aussi pour Valverde, c'est que maintenant, il est 10e à 9 minutes. C'est-à-dire que pour les échapper, quand tu as 9 minutes, bah, ça commence à devenir intéressant, quoi. Et il est à 7 minutes de Bourman et de Pello Bilbao. Donc grosso modo, on va pas rouler tout de suite derrière, même pour les comptes d'apothicaire. Valverde, Ian Hirt, Martin, c'est des coureurs qui vont pouvoir partir en échappée, pourquoi pas en claquer une belle dans cette 3e semaine. Moi je tenterai le coup pour Valverde, pourquoi pas demain. Ça peut être intéressant demain. Il y a un peu de pente sur les 2 premières côtes de la journée. À Cogné c'est un peu plus plat, mais on sait avec sa vitesse qu'il peut faire du bon job. Il y a également l'étape en Slovénie. Voilà, il y a des gros pourcentages, donc ça va être intéressant de savoir est-ce que Valverde va partir en échappée. Bon, Arensman, pas simple pour Arensman quand même, hein, mentalement. Il y a 2 jours, tout allait bien chez DSM. Il venait de remporter la victoire avec Dainese.
T'avais Bardet qui était dans le top 4. Et puis Bardet est tombé malade, obligé d'abandonner. Et Arensman, obligé de reprendre le leadership. Des soucis techniques également pour Arensman aujourd'hui avec son vélo. Malgré tout, les jambes n'étaient pas exceptionnelles pour Thymen Arensman. Et il perd 4 positions aujourd'hui. Il se retrouve 15e, 11,47. Il est à quasiment 2 minutes du top 10. Ça commence à faire beaucoup. Puis même au niveau du maillot blanc, vous avez... Alors on va voir Pedro Lopez. Mais oui, ça a été compliqué aujourd'hui pour Thymen Arensman. Mais voilà, il faut rappeler aussi que c'est un jeune coureur qui ira chez Ineos l'année prochaine. Alors, je suis pas sûr que ce soit le bon choix de carrière d'aller chez Ineos. Parce que j'ai peur qu'il se retrouve à être équipier et pas vraiment leader, Thymen Arensman. Mais voilà, ça reste un coureur très jeune qui doit encore progresser, qui a peu d'expérience encore. Il a seulement 22 ans. Thymen Arensman, c'est son 3e grand tour. Elle a déjà fait 2 Vuelta, mais là aujourd'hui ça a été compliqué pour lui. En même temps, c'était une étape aussi épique qui correspondait peut-être pas forcément totalement à ses qualités. Donc ça a été un petit peu compliqué pour le néerlandais. Puis je termine, dernier coureur flop avec Juan Pedro Lopez, 9e désormais du général à 4,04. Pourquoi je mets en flop Juan Pedro Lopez? En soi, qui perdent le maillot rose aujourd'hui, on pouvait s'y attendre quand même, s'il y avait des grosses manœuvres. Mais le problème, c'est la manière dont il a craqué. Il est lâché assez tardivement, Juan Pedro Lopez. Il doit être lâché, il reste encore 26, il doit rester 30 km. Donc il reste peu de kilomètres, et pourtant il perd 4,25. Il a très mal fini. Alors, soit première option, il a mal fini parce que coureur aussi jeune et il a oublié de s'hydrater parce que la course n'arrêtait pas et qu'il s'est déshydraté ou qu'il a obligé de manger et que lumière éteinte et que ensuite pour repartir c'est mort. Soit il a perdu 4,25 parce qu'à partir d'un craquage mental, à partir du moment où il a perdu le maillot rose, il s'est dit maintenant ma course est finie. Il a craqué un peu ce qu'avait fait Thomas Voeckler sur l'étape de l'Alpe d'Huez. C'est-à-dire qu'il explose aussi mentalement. Ou soit, 3e option, la dernière semaine va être très longue pour lui parce qu'il n'y a plus d'essence dans le moteur. Et j'ai peur que ça soit l'option 3. Et j'ai peur qu'il ait du mal à rester dans le top 10, Juan Pedro Lopez, parce que j'ai l'impression que là, ça a craqué, mais ça a craqué, j'ai l'impression de fatigue. Juan Pedro Lopez, parce que d'un coup, les jambes se sont arrêtées. Alors, moi, je privilégie la 3e option. Mais ouais, c'est frustrant parce qu'aujourd'hui, c'était en plus une étape où je pensais qu'il pouvait quand même limiter un peu la casse. Alors, peut-être pas jusqu'à ne pas perdre le maillot rose parce que les écarts étaient assez minimes. Mais aujourd'hui, qu'ils perdent une 30, une 50, je pense que ça aurait été tout à fait raisonnable. Sauf que la course s'est animée très tôt. Est-ce qu'il a mal géré ses efforts aussi? Peut-être, il s'est peut-être mis dans le rouge à un moment, et quand il y a des fortes chaleurs comme ça et que vous vous mettez dans le rouge, c'est mort. Mais voilà, un petit peu déçu pour Juan Pedro Lopez dans la manière dont il a craqué, dans la manière dont il a perdu du temps après. C'est 10 jours, je crois, quasiment de maillot rose. Fantastique pour le coureur espagnol d'avoir réussi à faire ça. Très, très belle perf. Maintenant, je pense que tout le monde le connaît désormais, Juan Pedro Lopez. C'était pas le cas en ce début de Tour d'Italie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, présentation de l'étape 7h30, débrief aux alentours de 21h. Je vous rappelle donc débrief en mode un peu route parce que je ne serai pas chez moi pour la dernière semaine de Giro. On fera quand même des vidéos, mais au niveau qualité sonore, je vous le dis, ça sera un petit peu moins bien. Même si j'essaye à chaque fois de faire mon maximum, mais ça reste un kit main libre, donc un micro, 2 kits main libre, parce que j'emmène pas mon micro partout, et j'ai pas 2 micros non plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve donc demain matin 7h30, et puis débrief 21h pour l'étape numéro 15 entre Aprica et entre Rivarolo, Cavanese et Cognier. Voilà pour cette étape numéro 15. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.